Ene Uya waba Furatiruva Yeso Zukeza Kulube Zangahare Rumabe Serata Uyene Yeza Ankina Manana Revolvitaza Vayeru Wanambe Azuya He Oya Wene Yeza Yeru Amu Zerahata Uyene Yeza Ankino Manana Revolvitaza Vayeru Wanambe Azuya He Oya Wene Yeza Yeru Amu Ina
Monsieur le Président, Madame Rajolina, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à tous pour cette deuxième journée du Forum international de l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Aujourd'hui, nous allons commencer cette journée avec une problématique clé pour le développement de l'île, la sécurité alimentaire. Cette question, j'ai même envie de dire cette énigme qui se trouve aujourd'hui au cœur des inquiétudes et de l'avenir de Madagascar. Car oui, Madagascar, grenier risicole de l'océan Indien dans les années 70, l'île est aujourd'hui contrainte d'importer 300 000 tonnes de riz par an. En 2017, les achats de produits alimentaires représentaient 11% des importations. Alors, comment développer un secteur agroalimentaire pour garantir l'autosuffisance et la sécurité alimentaire de tous les Malagasy? Mesdames et messieurs les panélistes, nous sommes tous prêts à entendre vos solutions et vos propositions. La parole est à vous. Monsieur le Président de l'Initiative pour l'émergence de Madagascar et Madame Braswell, Excellences, Mesdames et Messieurs, il m'est choix l'honneur de modérer les interventions des experts sur le thème de la sécurité alimentaire. Aussi, et pour mieux les connaître, je les invite à se présenter un à un, à commencer par Madame Christiana. Je vous en prie. Wonderful. And good morning, Your Excellency, Mr. President, ladies and gentlemen, distinguished guests. First of all, thank you for having me here in Madagascar. With many apologies, my French is not very good, so you'll have to listen to me in English. My name is Nneka Eze. I work in Nigeria at Dalberg, which is a firm that focuses on international development topics. One of the things that I was quite interested in understanding about Madagascar is what is the agricultural potential of the country. And of course, one of the things that comes out quite strongly is the potential is there. So that's a very good starting point. Obviously, from my country in Nigeria, we also have great agricultural potential and as well historical strengths, I think quite similar to what I had seen from the research that I've done on Madagascar. I think, of course, now the question is how do you actually achieve that potential? How do you perhaps get back to some of the historical high levels of productivity? And how do you think about a growing population in terms of food security issues? At Dalberg, I co-lead our agriculture and food security practice globally, and we work with countries around their agricultural transformation agendas. So we've done work in a number of countries across Africa, particularly in East and West Africa, around one, how do you target agricultural productivity increases? How do you think about agricultural productivity zones and focus areas within the country? How do you bring human capacity as well as the financial and infrastructural resources together to actually drive agricultural growth? And how do you consider food security as a foundation? So maybe I'll pause there in terms of introduction, and we'll get into the discussion. Bien, le micro marche, oui. Thank you. Bonjour à tous, excusez-moi pour cette voix un petit peu défaillante. Je voudrais remercier Monsieur le Président, tous les organisateurs de cet événement, de leur accueil et de la qualité des débats à laquelle j'espère nous allons continuer d'ajouter ce matin. Je suis Jean-Christophe Debargue, je suis directeur de la Fondation FARM. La Fondation FARM, FARM ça veut dire Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. C'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée il y a une douzaine d'années à peu près par un noyau d'entreprises privées, dont le Crédit Agricole, l'Imagrin et quelques autres, et par l'Agence française de développement. FARM est un think tank, un club de réflexion. L'objectif de FARM, c'est quoi? C'est de plaider la cause de l'agriculture. C'est de faire reconnaître aux hommes politiques, aux chercheurs, aux organisations agricoles, bien sûr, à tous ceux qui intéressent l'agriculture, de près ou de loin,
de faire reconnaître donc à quel point l'agriculture est un secteur majeur pour le développement. Ça sera le point de départ de mon intervention. Je vous remercie. Good morning. I want to thank you, Mr. President, for organizing this event. My name is Joshua Rujema, and I am from Rwanda. I work for an organization called the East African Exchange. I serve as the regional director. We are a business that is organizing the supply chain in the grain sector. We have a network of about 20 warehouses in Uganda, Rwanda, and Kenya, where we work with about 20,000 farmers, and we are essentially helping them understand the quality and preparing them to be able to supply to premium off-takers like Heineken, DSM. I also serve on the, I'm the vice chairman of the National Agricultural Board in Rwanda, where I'm involved in making Rwanda more competitive in value chains such as horticulture and getting us ready to export. I'm incredibly excited to be on this panel with my fellow colleagues. I share a love for Africa, and I think we all bring a message of hope. Yes, the challenges are large, but there's tons of potential, as my colleagues have said, and so we're going to try to unpack that for you today. I thank you, and I look forward to this session. Bonjour tout le monde, je suis Yarlan Tonde Marsoul. En fait, je suis un ingénieur de formation, mais spécialisé en entrepreneuriat agricole. Et en termes d'expérience, je suis coordinateur d'un projet de développement agricole et développement rural ici à Madagascar durant 18 ans. Et actuellement, je suis promoteur d'un projet de production d'huile alimentaire dans la région à Lotamango. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Première Dame. Bonjour tout le monde. Enfin, moi, je suis professeur Pape Maïssé Dieng. Je viens de Saint-Louis, du Sénégal. Et hier, j'ai eu le plaisir de rencontrer Richard. Richard était à Saint-Louis comme volontaire du corps de la paix quand je faisais la terminale. Et il n'était pas mon professeur d'anglais, puisque moi j'avais des professeurs d'anglais. C'est pourquoi je suis un peu bien en anglais. Donc ça me fait un plaisir de le revoir ici. Ça fait très longtemps, vous voyez, l'utilité de telles rencontres. Donc moi, j'enseigne depuis 25 ans le droit international de l'environnement et le droit international public. Bien sûr, on a fait un peu de géopolitique, puisque nos universités, au départ, n'avaient pas le corpus d'enseignants qu'il fallait. On était obligé de dispenser des matières. Mais j'ai le plaisir de faire partie de ce panel. Pourquoi ? Puisque au départ, je travaillais sur la renégociation des contrats miniers et des contrats pétroliers. Mais 4 jours avant, j'ai eu le flair de demander sur quoi j'allais travailler. Et on me dit la sécurité alimentaire. Je dis, ah bien, ça tombe sur une de mes cordes. Pourquoi une de mes cordes ? Parce que au Sénégal, j'ai appartenu à des équipes de négociation pour le compte du gouvernement, puisque je fais partie du Comité national de biosécurité. Alors là, on a eu la possibilité de négocier à Nagoya, le protocole de Nagoya, et à Cartagena, le protocole de Carthagène. Ça, c'était pour les biotechnologies. Mais après, avec ma militance politique, j'ai travaillé avec des réseaux de paysans qui s'intéressent à la semence paysanne. Tout le monde sait que le problème de la sécurité alimentaire et de l'agriculture, on en a discuté, ce sont les semences. Alors, les semences, actuellement, font l'enjeu international de la sécurité alimentaire. Puisque qui monopolise la semence, monopolise l'agriculture. Et tout le monde sait qu'il y a 2 pays à travers le monde qui concentrent
tout ce qui est production agricole au niveau planétaire. Donc l'enjeu des négociations futures, à travers l'instrument que je suppose que le Madagascar a ratifié, qui est le traité international sur les ressources phytogénétiques, mais protège les paysans et les semences paysannes. Donc l'enjeu pour nous, et surtout pour les gouvernements, c'est de les informer sur ces enjeux des négociations futures. Récemment, on était à Kigali, on a avec le bureau exécutif de la Convention, et on s'est rendu compte que les pays africains n'étaient pas au courant de ces enjeux. Nous, en tant qu'universitaires et libres de parole, nous avons l'obligation d'informer et d'éclaircir nos dirigeants, nos décideurs, sur les enjeux que constituent certains domaines, certaines disciplines. C'est pourquoi je me réjouis d'être là et je vais garder mon franc-parler universitaire. Je vous remercie. Merci, Papa Dieng. Alors, sans plus attendre, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons débattre de la sécurité alimentaire et analyser ensemble. De quelle manière une bonne sécurité alimentaire peut-elle contribuer au développement d'un pays qui opte pour l'industrialisation et l'intensification agricole? Nous savons tous que le comité de la sécurité alimentaire mondiale a défini le concept de sécurité alimentaire comme la capacité des êtres humains d'avoir à tout moment la possibilité physique, sociale et économique de se procurer d'une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires afin de mener une vie saine et active. Le contexte de Madagascar est loin de partager cette définition. Aussi, pour que nous ayons un même niveau de compréhension en ce qui concerne la sécurité alimentaire à Madagascar, je vais demander à Yarland de nous brosser un panorama de la sécurité alimentaire à Madagascar. Bonjour à tout le monde. En fait, je suis ici en fait, pour essayer de vous expliquer, vous résumer la situation de la sécurité alimentaire à Madagascar. Mais pour que nous sommes tous impliqués dans le processus, je vais essayer après aussi de prendre un cas pratique, surtout sur les riz, pour que nous puissions trouver des solutions et aussi des résolutions concrètes lors de ce forum IEM. À Madagascar, nous sommes conscients qu'on est encore parmi les pays pauvres du monde entier. En effet, 80% de notre population vivent encore au-dessus de 2 $. En termes de rang d'IDH, nous sommes actuellement à 35e sur 169. Et il ne faut pas oublier que le taux de sous-alimentation de Malgaches actuellement s'élève à 50%. Cela est surtout dû à plusieurs paramètres, mais si on regroupe, si on le catégorise, on peut les diviser en deux. Il y a le facteur extérieur qui est en fait non maîtrisable parce que c'est souvent naturel, mais il y a aussi le facteur intérieur que nous pouvons maîtriser et on va les maîtriser. Concernant ce facteur intérieur, il y a la démographie, mais il y a aussi la productivité. Concernant la production ou la production agricole à Madagascar, depuis 2005, c'est le données qui est disponible sur nous, depuis les 10 dernières années, nous constatons que toutes les filières, toutes les productions de toutes les filières ont stagné. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une augmentation de production durant les 10 dernières années, sauf évidemment pendant la période de 2009-2012. Pour la démographie, contrairement à cette production, la démographie ne cesse d'augmenter et cette incohérence de la croissance démographique et la stagnation des produits agricoles
nous a conduit dans une pauvreté que nous sommes maintenant. Cette carte, en fait, c'est une carte de prévalence des ménages en insécurité alimentaire, c'est-à-dire que c'est une carte qui nous montre par région le niveau de l'insécurité alimentaire pour notre pays. Et comme vous voyez, il y a une variation d'insécurité alimentaire suivant de région en région à Madagascar. Et ce qui est important là-dedans, c'est que pour les régions producteurs de riz comme Marvoy, il y a aussi en Batonrazak, il y a aussi à Vaknakarat. Les régions sont moins exposées à l'insécurité alimentaire. C'est-à-dire que si on raisonne un peu, si on approfondit un peu notre analyse, nous constatons que la production rizicole est en fait une base. Et il y a une cohérence étroite entre la production rizicole et aussi la sécurité alimentaire. C'est pour cela que je veux me concentrer sur le riz pour vous expliquer qu'avec des stratégies, des simples stratégies, on peut facilement atteindre l'autosuffisance en riz. Regarde par exemple notre besoin, parce que actuellement, Madagascar, un Malgache mange maintenant 130 kg de riz blanc par an. Si on ramène ça avec les 24 millions de Malgaches, notre besoin, c'est 4 680 tonnes de paddy par an. Et il faut noter que ces 130 kg de riz par an, c'est très élevé si on se réfère de la moyenne mondiale qui est de 54 kg par an par habitant actuellement. C'est pour cela que j'attire déjà votre attention sur la nécessité de développer des autres filières pour diversifier notre alimentation, mais aussi de penser aussi à notre habitude alimentaire. Devant cette besoin de production, besoin de consommation, s'y joint voyez-vous, la production, l'évolution de la production durant les 5 dernières années. En fait, c'est confirmé la stagnation, mais la production tourne autour de 3 700 et 3 800 de tonnes par an. Ça, c'est en paddy. C'est-à-dire que si on compare les besoins que on a cités tout à l'heure et la production, on a vraiment une gap de 800 tonnes de paddy par an, soit 500 tonnes de riz blanc à peu près. Et pour cela, il n'y a que 2 solutions pour résoudre pour combler ce gap-là. Il n'y a que 2 solutions. Le premier, c'est l'importation, et le second, c'est l'augmentation de production. Et le pire, et malheureusement, à Madagascar, on a priorisé l'importation que de l'augmentation de la production. Et ça, c'est vraiment inacceptable parce que nous sommes tous conscients que l'importation, ça ne donne pas de valeur ajoutée, mais aussi ça pèse sur notre balance commerciale. C'est pour cela qu'à partir de maintenant, et c'est notre souhait aussi, qu'à partir de ce forum UEM, nous allons maintenant prioriser l'augmentation de la production parce que nous avons les atouts et on va le faire avec le président André Rajoelina. Non, tu peux revenir sur le... Non, allez, continuez. Encore. Non, c'est avant. Et quand on parle de production, il faut revenir à la définition de base de la production. En fait, quand on est en T5 ou en 7e, on a dit que la production, en fait, c'est le produit de rendement et de la surface. Et souvent, nous oublions qu'il y a le facteur de surface sur la production. On insiste toujours sur l'augmentation du rendement, mais aujourd'hui, je pense que c'est le temps d'aller sur cette augmentation de surface. Pour notre cas, comme on a le 800 000, tu peux revenir un peu ?
Comme on a, encore? Comme on a le gap de 800 000 tonnes, ça correspond exactement à une extension de terrain de 50 000 hectares de terrain. Et si on va choisir l'augmentation en rendement, nous pouvons avoir une tonne d'hectares supplémentaires de rendement pour combler ce gap de 800 tonnes de paddy par an. Pour cela, je vais essayer de vous montrer la possibilité et notre potentialité en termes de foncière. À Madagascar, on a des surfaces rizicultivables de 8 millions d'hectares. Et sur ces 8 millions d'hectares, nous n'exploitons pas que 1 million d'hectares seulement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a plus de 6 millions d'hectares disponibles pour satisfaire les besoins de 250 000 qu'on a cités tout à l'heure. Et quand on parle de terrain rizicole, il ne faut pas oublier que ça rime avec l'irrigation. Ces cartes nous montrent qu'à Madagascar, il y a assez d'eau pour irriguer notre terrain. Ça, c'est peut-être souterrain, mais aussi peut-être des eaux de surface. Mais l'essentiel, c'est de trouver des technologies nécessaires adaptées pour sa culture afin que ces 292 milliards de mètres cubes soient profitables pour les 8 millions d'hectares que nous avons à notre disposition. Concernant les rendements, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a aussi le rendement qui peut jouer avec l'augmentation de production, ce tableau nous montre que dans certains pays, dans tous les autres pays, ils ont déjà passé le bar de 6 tonnes à l'hectare. C'est-à-dire qu'avoir un rendement de 6 tonnes à l'hectare, ce n'est pas une science-fiction, mais c'est vraiment la réalité. Et il suffit seulement de bien trouver la combinaison de ces 5 piliers de la riziculture. De toute façon, à Madagascar, on a déjà des paysans qui arrivent à produire plus de 12 tonnes à l'hectare. Pour résumer tout ça, l'augmentation, c'est possible, même en surface, mais aussi en rendement. C'est pour cela que je résume cette intervention par la situation actuelle. Quand on parle de sécurisation alimentaire à Madagascar, comme nous sommes encore dans une insuffisance alimentaire, il ne faut pas oublier que la sécurité alimentaire est vraiment liée étroitement avec la production agricole et particulièrement avec la riziculture. Il ne faut pas oublier aussi qu'il ne faut pas oser dire que l'autosuffisance n'est pas encore atteinte à Madagascar. Par contre, nous avons tous les éléments clés, les terrains, les semences, les engrais, les matériaux, les techniques qu'on pourrait augmenter la production. Merci, mesdames et messieurs. Merci Yarlal. Nous allons encore avoir probablement l'occasion de parler beaucoup plus de la solution pour la production agricole. Mais il a été dit tout à l'heure que Madagascar, le peuple malgache, est en situation de sous-alimentation. Et 50% de la population en subit. Un des facteurs qui a permis cette situation est la politique économique inadéquate. La sécurité alimentaire dépend de 3 facteurs, de 3 dimensions. Alors, c'est la dimension politico-juridique qui parle du droit à l'alimentation, à l'autosuffisance alimentaire, à la souveraineté alimentaire. Il y a aussi la dimension technique qui, elle, parle de l'accès à la nourriture, de la quantité et la stabilité de disponibilité de ces éléments, des alimentations. Il y a enfin la dimension qualité, que nous aurons probablement encore l'occasion d'en parler. Mais pour revenir un peu de cette dimension politique, je vais demander à Papa Adien de réagir un peu et de nous parler beaucoup plus sur cette dimension juridique. Papa Adien, à vous la parole. Je pense que c'est prêt. Merci beaucoup. Je vais parler de la... Allez-y.
pour parler de cette dimension politico-juridique, là, je vais rebondir sur le fait que la communauté internationale s'est saisie de la problématique de la sécurité alimentaire à travers, bien sûr, l'Organisation des Nations Unies et la FAO. Tout à l'heure, le modérateur a donné une définition de ce qu'était la sécurité alimentaire. Cette définition a été donnée par la FAO. Disons que de nos jours, nous vivons un modèle agro-industriel tertiarisé au sein de cette, disons, structure internationale qui occupe, disons, une place charnière et stratégique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'au niveau international, l'agriculture, avec le programme, les négociations de l'OMC, le cycle de Doha, l'agriculture occupe une place qui est réservée aux services, c'est-à-dire tertiarisée, c'est-à-dire que l'agriculture rentre dans le monde commercial, tout simplement. Et les cycles de Doha n'ont pas encore épuisé, mais tous les problèmes liés à l'agriculture, on y reviendra. Cependant, ce système agricole international s'érode, c'est-à-dire qu'il subit les pressions de forces interdépendantes. Quelles sont ces forces? Il y a une concentration. C'est la concentration de l'agriculture, du marché que constitue l'agriculture au niveau international est due à un phénomène de compétitivité. Mais au niveau international, tout le monde sait que la production des pays est en compétition, chaque pays est en compétition sur le marché international. La globalisation, c'est le cycle de Doha. Maintenant, l'agriculture se négocie au niveau international, elle fait l'objet de biens commerciaux. L'OMC, tout le monde sait les négociations commerciales internationales et quelle place occupe l'agriculture au niveau de ces négociations. Et jusqu'à présent, les Européens ne sont pas parvenus à résoudre ce problème agricole. La financiarisation n'est autre que l'obligation pour l'agriculture de solliciter des ressources au niveau international. Au niveau international, c'est-à-dire le marché boursier et ce qu'on appelle les hedge funds, c'est-à-dire les fonds spéculatifs. Donc c'est au niveau international qu'il faut aller chercher l'argent pour l'agriculture. C'est un problème. Comme conséquence, à l'horizon 2050 pour le système alimentaire mondial, on a deux scénarios. Les deux scénarios, c'est que on a la généralisation du modèle agro-industriel tertiarisé dans un contexte de continuité du capitalisme libéral. Alors, ce modèle qu'on appelle MAIT, c'est le modèle agro-industriel. Et à côté de ce modèle, on a un modèle alternatif fondé sur la proximité des réseaux de PME. C'est ce que nous appelons, nous, écologistes, l'agroécologie. Pourquoi? Parce que hier, je suis intervenu dans le panel pour montrer comment le monde est en métamorphose, c'est-à-dire les schémas institutionnels, économiques et politiques, sur lesquels nos politiques étaient axées, ne sont plus d'actualité. C'est ce que nous ignorons. Et nous allons le voir tout à l'heure dans le monde scientifique. Dans le monde scientifique, actuellement, avec la recherche technoscientifique, mais les réglementations nationales n'ont plus d'emprise sur, disons, l'avancée technologique, ce qui fait que le gap s'élargit de plus en plus entre nous et le monde occidental. Nous vivons donc une transition alimentaire. À travers le monde entier, mais nous vivons une transition dans presque tous les domaines d'activité de l'être humain. Et c'est pourquoi en France, ils ont développé cette transition écologique. Oui, très bien. Eux, ils suivent. Donc, un défi. Le premier défi, c'est l'inexploitation du potentiel des entreprises agricoles qui s'explique pour deux raisons. Tout à l'heure, mon collègue a parlé de la possibilité pour Madagascar d'utiliser son potentiel agricole. Qu'est-ce qui fait que Madagascar n'arrive pas à utiliser son potentiel agricole? Il y a des pesanteurs. Et comment, disons, vaincre ces pesanteurs? Ceci s'explique parce que les petites exploitations ne parviennent pas à sortir d'une économie de subsistance. Oui, très bien. Et deuxième explication, c'est que le secteur agricole demeure la pierre angulaire de l'activité économique et emploi des... Le secteur agricole, excusez-moi, 10 pays dans le monde nourrissent la planète. Est-ce normal?
La durabilité impose la cohabitation. Mais pour qu'il y ait durabilité du modèle agricole globalement considéré, c'est-à-dire à travers le monde entier, et surtout pour nous, pays en voie de développement, nous pensons que nous ne pouvons pas dire non aux technologies agricoles. Mais les technologies agricoles ne sont pas accessibles par la majorité de nos populations. Donc, nous avons, tout à l'heure, le collègue a dit que la production était sécurisée au niveau des régions. Mais pourquoi donc ne pas développer une agriculture adaptée au monde paysan? C'est ce que nous appelons agroécologie. Et hier aussi, j'ai dit qu'au Sénégal, suite aux assises nationales, nous avons vu qu'il y avait la possibilité de délimiter le territoire national en zones écogéographiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons des zones qui ne sont pas appropriées à l'agriculture mécanisée à haut rendement. Hier avant-hier, en parlant, on s'est rendu compte que si vous avez par exemple des aires protégées ici à Madagascar, vous avez des parcs nationaux. Au sein des parcs nationaux, on ne peut pas développer l'agriculture à grande intensité de rendement. Non. Autour des parcs nationaux, on peut développer une agriculture adaptée. Donc, c'est ce que nous appelons agroécologie. Et la coexistence des deux systèmes s'impose. C'est pourquoi nous avons au niveau agricole un système hybride. Et l'hybridification est partout de mise actuellement dans beaucoup de domaines au niveau international. Toujours dans une perspective de sécurité alimentaire, nous devons interroger les mécanismes juridiques pour permettre la protection des innovations végétales adaptées à la diversité des stratégies de gestion de la diversité cultivée existante localement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, actuellement, à travers une société organisée, on ne peut rien faire sans réglementer. Donc, l'agriculture doit être réglementée. Et cette réglementation de l'agriculture n'est pas uniquement du domaine national, puisque les pays sont membres du système des Nations Unies, les pays sont membres d'organisations internationales, les pays ont ratifié des instruments juridiques, mais qui encadrent le développement agricole de l'agriculture. Je suis sûr que Madagascar a ratifié, pour les biotechnologies, le protocole de Carthagène, ça c'est sûr. Je suis sûr que Madagascar a ratifié le TIRPA, le traité international sur les ressources phytogénétiques touchant à l'agriculture. Mais nos problèmes au niveau de nos États, c'est que nous n'avons pas au niveau interne les institutions imposées par ces instruments juridiques, ce qu'on appelle les points focaux, pour suivre l'évolution de ces instruments juridiques internationaux. Et on verra pourquoi. Parce que de nos jours, les enjeux que posent les OGM, tout le monde sait, les OGM, les organismes génétiquement modifiés, les OGM ne sont rien d'autre que, disons, la manipulation génétique pour améliorer des rendements de l'agriculture. Et cette connaissance me permet de rebondir sur un phénomène contemporain. C'est que, Monsieur le Président, nous vivons à travers la planète ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. L'économie, actuellement, la géostratégie n'existe plus, c'est la géoéconomie. Donc, la connaissance technologique a pénétré le monde du végétal. Et nous avons de grandes firmes internationales qui se sont adonnées à la manipulation du gène et qui brevettent les produits au niveau de l'OMC. Au niveau de l'OMC, nous avons un accord qu'on appelle l'ADEPIC, l'accord international sur le droit des propriétés intellectuelles touchant au végétal. Cette ADEPIC organise la possibilité pour les firmes multinationales de breveter les découvertes scientifiques à partir de gènes. Et ces gènes, ces grandes firmes multinationales les retrouvent dans les réservoirs de la biodiversité comme Madagascar. Le Nord n'a plus de gènes et les gènes sont recherchés en Amazonie, au Brésil et ici à Madagascar. Donc, selon le traité international sur les ressources phytogénétiques, là, et vous voyez tout de suite, le monde est divisé en deux camps, du point de vue agricole. Nous avons la possibilité qui est donnée aux scientifiques de développer les technologies agricoles. Mais le système des Nations Unies, à travers la FAO, s'est dit qu'il faut, d'accord, donner aux scientifiques la possibilité d'améliorer et de
faire des recherches sur l'amélioration agricole. Donc ça, c'est le protocole de Carthagène qui s'occupe des OGM. Mais le monde, comment dirais-je, le système des Nations Unies ne laisse pas en rade les agriculteurs. C'est pourquoi ce traité international sur les ressources phytogénétiques de 2004 organise la responsabilité des gouvernements de permettre, Monsieur le Président, il est de la responsabilité des gouvernements de permettre aux agriculteurs d'utiliser librement, d'échanger et de continuer à développer des semences qu'ils produisent. Ces droits sont maintenant largement affaiblis par les nouvelles technologies génétiques, les restrictions légales et contractuelles imposées par les entreprises et les droits de propriété intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que vous avez les grandes industries, comment dirais-je, semencières, les grandes industries semencières, qui s'accaparent de semences endogènes, de semences de nos agriculteurs. Et ces semences sont multipliées, et c'est ce qu'on appelle les semences conventionnées. Ces semences conventionnées, maintenant, sont vendues aux agriculteurs. Est-ce que les agriculteurs ont la possibilité, chaque année, de venir prendre ces semences et de les multiplier et de les valoriser? Et ça crée un système de dépendance. C'est pourquoi nous développons un plaidoyer pour que, et ça existe en Europe, hein, en France, mais le réseau des semences paysannes existe en France, ce n'est pas inventé. Les paysans disent non, vous pouvez faire votre agriculture conventionnelle, mais nous aussi, nous avons le droit de développer nos réseaux de semences paysannes pour accéder à l'autosuffisance alimentaire. L'information séquentielle, je finis par là, l'information séquentielle est encore un autre domaine. Pour vous dire que ils ont manipulé le gène, on a rédigé la convention, le protocole de Carthagène, mais maintenant le protocole de Carthagène n'a plus d'emprise sur l'avancée technologique, puisque maintenant la technologie peut transformer le gène sans qu'il y ait impact direct et que c'est virtuellement la technologie pour transformer les gènes. Allez-y rapidement, je termine et je donne la réponse est là. Pour résoudre ce problème, de la sécurité alimentaire en Afrique et dans les pays du tiers-monde, nous disons qu'il faut opter pour un système hybride. Un système qui développe l'agro-industrie, mais qui donne la possibilité du développement de l'agroécologie, c'est-à-dire coupler le monde scientifique et le monde paysan. Je vous remercie. Merci, professeur. Merci, professeur. Alors, nous avons vu que l'État a à mettre un cadre institutionnel approprié. Cela va, d'après ce qu'a expliqué le professeur, cela va qualitativement par la législation. Maintenant, nous allons donner la parole à Jean-Christophe Debar, qui lui va expliquer ce que qualitativement l'État a aussi à prendre en charge. Alors qualitativement, c'est un choix stratégique, passer par l'industrialisation ou directement par la libération du commerce. Jean-Christophe Debar, à vous la parole. Merci. On parle d'agriculture, on parle de sécurité alimentaire, et j'aimerais commencer ce propos en disant que l'agriculture, c'est beaucoup plus que la sécurité alimentaire, même si, bien sûr, la sécurité alimentaire, c'est déjà énorme. L'agriculture, ou peut-être devrait-on dire les filières agricoles et alimentaires, pour bien prendre en compte qu'on va raisonner à partir de la production, bien sûr, mais également prendre en compte toutes les industries, tous les services qui concourent à développer le secteur agricole. L'agriculture, ou donc les filières agroalimentaires, c'est aussi la lutte contre la pauvreté. L'essentiel des pauvres vivent en milieu rural et de très nombreuses personnes qui vivent en milieu rural également sont des pauvres. L'agriculture, c'est aussi la possibilité de créer des emplois dans les filières agroalimentaires. L'agriculture, ça a aussi à voir avec la protection des ressources naturelles. On pourrait probablement encore continuer à élargir le tableau. Donc l'agriculture est un secteur majeur pour le développement, à tel point qu'il y a quelques années, en 2014, l'Union africaine, reconnaissant ce rôle essentiel de l'agriculture, a mis en œuvre un certain nombre de plans de développement agricole
visant à l'horizon 2025 à réduire à peu près de moitié l'extrême pauvreté et à éradiquer complètement la faim. Pour cela, l'objectif qui était fixé dans ce qu'on appelle la déclaration de Malabo, en Guinée équatoriale, en 2014, l'objectif donc était que les États de l'Union africaine prennent un certain nombre d'engagements susceptibles d'assurer une croissance agricole d'au moins 6% par an. Et ces engagements se traduisaient par une série de mesures, une mesure importante étant que chaque État s'engageait à consacrer au moins 10% de son budget à l'agriculture. Où en est-on aujourd'hui? En janvier dernier, c'est donc tout récent, l'Union africaine a produit un premier rapport d'évaluation de ses engagements pris en 2014. Sur 55 pays, une vingtaine seulement, pays africains, sont sur la trajectoire 2025. Le Rwanda vient en tête, avec un score moyen d'à peu près 6,5 sur 10, peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler. Madagascar. Madagascar n'est pas bien placé. Madagascar a une note d'à peu près 3, 3,5, et Madagascar n'est pas dans la trajectoire d'accomplir ses engagements, ses objectifs à 2025. Plusieurs raisons à cela, mais pour aller vite, je me contenterai d'en nommer une importante et ensuite de décliner qualitativement quelques mesures. Je parlais de l'engagement de 10% des dépenses publiques consacrées à l'agriculture. Madagascar, d'après les chiffres officiels de l'Union africaine, est à 2%. 2%. L'objectif de croissance de la valeur ajoutée agricole de 6% minimum par an, Madagascar, quand on regarde ça sur une 20 ou 30 ans, est probablement autour de 2 ou 3%. Le Rwanda, qui est en tête, donc, consacre à peu près, d'après les derniers chiffres, à peu près 7,5% de ses dépenses agricoles à l'agriculture. Bon. Allons à l'essentiel. Monsieur le Président, je crois que l'État doit faire plus pour l'agriculture. Et je crois que les engagements de Malabo invitent Madagascar à le faire. 2% contre 10% d'objectif. C'est une première chose. Mais bien sûr, il ne suffit pas de dépenser plus. Encore faut-il s'assurer à peu près que l'on dépense bien, dans la bonne direction. Qu'est-ce que c'est la bonne direction? Alors on peut en discuter à l'infini. Il me semble qu'il y en a une qui est essentielle, c'est d'améliorer le revenu agricole. D'améliorer le revenu agricole de manière durable. Durable économiquement, durable socialement, c'est-à-dire que les petits producteurs qui forment la majorité de la population agricole en profitent. Durable environnementalement, parce que Madagascar, peut-être plus que d'autres pays, a une richesse, une biodiversité exceptionnelle, et qu'il s'agit bien sûr que la production agricole respecte cette biodiversité. Plus généralement, il s'agit de produire durablement, sur un plan environnemental, en faisant attention au sol, à la biodiversité, à l'environnement en général. Alors, je ne vais pas égrener un catalogue, mais simplement, d'après notre expérience à la Fondation Farm, 3 ou 4 idées, simplement, pour le débat. Le foncier. Question majeure qu'on retrouve dans tous les pays africains. Je crois comprendre que c'est aussi une question majeure à Madagascar. Il me semble qu'il y a 2 choses, au moins, dans ce registre-là. La première chose, c'est d'achever, de parachever la réforme foncière de 2005. Donc d'accélérer sur la délivrance de certificats fonciers. Il est absolument important que les petits producteurs, tous les producteurs à vrai dire, mais y compris les petits producteurs, aient la certitude de droits fonciers qu'ils peuvent faire reconnaître. Quelle que soit par ailleurs l'issue de négociations avec les investisseurs. La possibilité de négocier pied à pied, en quelque sorte. La deuxième chose, toujours dans le foncier, la question des surfaces. Alors, Lamant y a fait allusion tout à l'heure. Avant de venir à Madagascar, je me suis livré à un exercice assez minutieux d'essayer de pointer
de distinguer à peu près quel était l'accord ou le désaccord sur la quantité de surface non encore exploitée disponible à Madagascar. Et je me suis aperçu, en regardant les sources de près, qu'il y a une extraordinaire diversité de chiffres. Chacun y va de son chiffre. De 2 millions à 20 millions. L'amont est un peu intermédiaire, si je puis dire. 6-7 millions en plus qui ne seraient pas exploités. Pourquoi pas? Mais je crois que la première chose serait précisément, pour un gouvernement qui veut investir dans l'agriculture durablement, à tous égards, de essayer de déterminer plus précisément quel est le potentiel, de le cartographier en quelque sorte. Il ne s'agit pas de le mesurer globalement, mais régionalement également. Déjà se mettre d'accord sur un chiffre à peu près. Et ensuite, peut-être, deuxième étape, d'enclencher une stratégie, on l'a vu dans beaucoup d'autres pays africains, qui dira en substance ceci: sur les 5, 8, 10 millions, je ne sais pas, potentiellement disponibles, eh bien, nous convenons, après négociation, d'en réserver en quelque sorte X%, la moitié, ou un tiers, ou 80%, je ne sais pas, c'est la négociation, aux petits agriculteurs pour qu'ils puissent s'élargir, et puis une certaine partie à des investisseurs, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient domestiques. Je crois qu'on a un souci de transparence, avant même que de discuter est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, transparence, et qu'on puisse, avec les droits fonciers, avec les certificats, chacun négocier à part égale. Donc un souci de clarté et de transparence. Deuxième chose, les intrants, les orientations techniques. Alors, on vient d'y faire allusion en parlant d'agroécologie, d'agriculture conventionnelle. Je suis peut-être un petit peu moins pessimiste que l'interlocuteur précédent sur le système dit agro-industriel, mais je le rejoins sur le plan de la cohabitation. Je crois qu'en effet, il faut reconnaître la diversité des agricultures et des systèmes de production. Certains sont adaptés à des tailles d'exploitation, à des régions, à des facteurs naturels et d'autres choses encore. Donc, il y a des orientations techniques différentes. J'ai eu la chance hier de visiter quelques exploitations qui pratiquent de l'agroécologie à 25 km de Madagascar. L'agroécologie, ça peut marcher. Mais, comme pour d'ailleurs l'agriculture conventionnelle, si on veut vraiment optimiser le système de production que l'on choisit, eh bien, l'agriculteur a besoin de formation, de technicité. Donc, il a besoin de conseillers techniques qui vont lui montrer, qui vont partager avec lui les bonnes techniques. Donc, moi, je ne suis pas à essayer de dire là, c'est bon, là, c'est mauvais. Non, l'agroécologie, manifestement, a des chances de succès. Mais voilà, l'agriculture conventionnelle aussi, à condition, bien sûr, que des intrants de bonne qualité, des engrais, soient au rendez-vous à prix correct, subventionné, que la subvention soit intelligente, correctement faite, que l'agriculteur, quelle que soit l'orientation technique choisie, soit formé. Alors oui, bien sûr, on pourra enclencher une meilleure intensification. Troisième idée, pour aller vite, les aléas climatiques. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de changement climatique, bien sûr. C'est peut-être oublier un petit peu vite qu'avant le changement climatique, et depuis bien longtemps, il y a les aléas climatiques. Même sans changement climatique, même sans aggravation avec plus de CO2 dans l'air, on continuerait à parler d'aléas climatiques qui sont, vous le savez, majeurs. Alors, une idée qui commence à se développer. Il y a beaucoup de progrès à faire. Ça serait probablement intéressant que Madagascar demain s'y lance. L'assurance. L'assurance agricole contre les aléas climatiques qui s'avérera encore plus importante au fur et à mesure où le changement climatique, proprement dit, fera ses effets. L'assurance climatique, c'est simplement donner la possibilité à un agriculteur, à partir d'un certain niveau d'aléas climatiques mesurés par des indices, trop de pluviométrie, pas assez de pluviométrie, trop de ceci ou pas assez de cela, quand l'indice se déclenche, il y a déclenchement également d'une indemnité, on appelle ça l'assurance indicielle. C'est un work in progress, comme on dirait en anglais, mais c'est prometteur, ça a besoin du soutien de l'État, d'abord pour l'étudier, pour le mettre au point, ensuite probablement pour subventionner ce produit pour qu'il soit accessible aux petits agriculteurs. Enfin, dernière chose que j'évoquerai, l'accès au marché. Il ne suffit pas en effet d'avoir
accès à la terre, accès aux intrants. Il faut avoir accès au marché. Il faut vendre. En effet, un des défis de Madagascar, c'est bien de passer d'une économie essentiellement de subsistance sur le plan agricole à une commercialisation de plus en plus forte. Il y a une voie intéressante pour l'accès au marché, c'est ce qu'on appelle l'agriculture contractuelle. Qu'est-ce que c'est? Un transformateur, un acheteur va passer un contrat avec des agriculteurs pour fixer une certaine quantité de maïs, de riz, quelle que soit la culture, pour être délivré à une certaine époque, à un certain temps, avec une certaine qualité, à un certain prix. Ça se développe déjà, vous le savez, à Madagascar, dans les cultures d'exportation essentiellement. On peut développer ce système dans d'autres cultures, qui ne sont pas forcément des cultures d'exportation. Je crois que là encore, l'expérience du Rwanda, mais beaucoup d'autres pays, à vrai dire, on l'a vu, à Farm, est intéressante. Donc, il y a une piste là, je pense très intéressante à explorer, l'agriculture contractuelle. Peut-être encore faut-il, et je m'arrêterai là, être sûr, bien sûr, que là encore, les agriculteurs ne seront pas en position trop inférieure par rapport aux acheteurs. Donc, il est important que les organisations collectives agricoles, et je pense en particulier aux coopératives, mais pas uniquement, à tout ce qui est forme collective de mise en marché, de regroupement et de mise en marché des produits, il est important que ces organisations collectives existent, bien sûr, mais surtout soient de bonne qualité, compétentes, professionnelles. On passe beaucoup de temps à Farm sur cette question de professionnalisation des coopératives. Parce que créer une coopérative, c'est relativement facile. Faire en sorte qu'elle soit efficace, c'est beaucoup plus difficile. Ça suppose que les élus soient bien formés et que tous les agriculteurs obéissent aux disciplines de la coopérative. Ce n'est pas facile. Donc c'est beaucoup, là encore, de formation, de renforcement de capacité. Voilà. Je terminerai simplement mon propos en disant, ou en rappelant, que l'histoire le montre, les agricultures familiales, si on leur en donne les moyens, si elles opèrent dans un cadre politique, réglementaire, suffisamment stable, il y a un énorme besoin de stabilité si on n'en investit pas, vous savez, en agriculture comme ailleurs. Donc un cadre suffisamment stable, eh bien, les exploitations familiales peuvent nourrir le monde et peuvent nourrir Madagascar. Donnons de la stabilité, donnons des moyens, et les agriculteurs, je pense, à Madagascar comme ailleurs, nous étonneront positivement. Le Rwanda a été cité à plusieurs reprises comme étant un pays de référence pour l'application d'une bonne politique de stratégie, politique et stratégie de sécurité alimentaire. Joshua Rugema, pouvez-vous nous apporter quelques éclairages sur les expériences que vous avez dans votre pays? Thank you very much. Just before I want to react to something that my colleague mentioned about the Malabo Declaration sur la déclaration de Malabo et l'engagement du Rwanda par rapport à cela. See, as Rwanda, we didn't really have a choice. You know, we're a landlocked country. Nous n'avions pas le choix, nous sommes un pays enclavé. Our balance sheet, to use a term my colleague used yesterday, looks very different from Madagascar. Everything costs us more. We're surrounded by DRC, that's a conflict nation. We're surrounded by Burundi, which is also in flux. So for us, we look at agriculture and we look at a sector that has 70% of our people employed in that sector. And agriculture contributes 30 to 40% of our GDP, depending on how you count that. So for us, we didn't really have a choice. We had to implement Donc nous devions mettre en œuvre la déclaration de Malabo. Et ce qui est frappant, c'est que la majorité de l'Afrique a la même configuration démographique. La plupart de la population est dans le secteur de l'agriculture. Donc ce serait vraiment criminel que nous ne tenions pas notre responsabilité dans ce domaine de l'agriculture. Donc une grande partie du Rwanda, bon, pour le Rwanda, nous n'avons pas ce que les autres pays ont. Mais le principal facteur,
c'est la discipline et le leadership. Dans mon introduction, j'ai dit que le leadership est plus important que les ressources naturelles. Et donc, je suis heureux d'être dans une pièce ici où je vois des gens qui pensent au futur de Madagascar. Mais vous avez parlé des règles du gouvernement et je voudrais parler du rôle aussi du secteur privé dans lequel je travaille. Et je reviendrai ensuite sur la question de la production et cette idée de l'agriculture contractuelle et comment est-ce qu'on l'a mis en œuvre dans le contexte du Rwanda. Le secteur privé est vraiment essentiel pour parvenir à produire de la valeur. Comme j'ai mentionné plus tôt, le secteur privé peut contribuer au développement de l'agriculture. Donc, à travers la technologie d'abord, cela a été mentionné en ce qui concerne la production de semences, l'irrigation et la mécanisation. Sur lesquelles nous sommes concentrés au Rwanda, parce que l'agriculture est tellement dépendante de la pluie, le gouvernement a décidé d'investir fortement dans l'irrigation pour nous donner cette troisième saison qui permet à nos paysans de produire plus. Donc c'est un domaine où, en partenariat avec un grand nombre d'acteurs du secteur privé, nous avons pu augmenter la production. Le Rwanda ressemble beaucoup à Madagascar. C'est beau à voir, mais c'est difficile à cultiver. Donc l'une des choses que nous avons à faire, c'est de regarder l'irrigation des flancs de collines, parce que vous ne pouvez pas mettre le système goutte à goutte et les autres systèmes. Donc nous avons adopté l'irrigation solaire parce que nous sommes très ensoleillés. Donc c'est un domaine où le gouvernement s'est vraiment investi. La deuxième idée est en rapport avec les services, la connectivité. Le Rwanda investit énormément dans la connectivité, les fibres optiques, les réseaux mobiles. Nous essayons de connecter nos paysans et de créer des places où ils peuvent obtenir des services agricoles, donc des canaux de services. L'autre domaine, ce sont les finances. Nous avons constaté dans nos activités, c'est que les paysans payaient 16 à 18% de taux d'intérêt. Donc le gouvernement du Rwanda, à travers le Conseil agricole du Rwanda, a négocié un mécanisme de prêt auprès des banques qui leur permet donc de donner des prêts à un taux d'intérêt de 8 à 9%. Donc voilà des services qui regardent loin, en quelque sorte. Le troisième domaine est un domaine que mon collègue a mentionné, c'est l'accès au marché. Ma collègue a parlé de la production, du déficit de production en particulier pour le riz à Madagascar. Mais c'est une chose. Bon, au Rwanda, il y avait énormément de travail réalisé pour augmenter la production. Et lorsque nous avons réussi à augmenter la production, nous avons constaté que la qualité n'y était pas. Donc, les paysans continuent à vendre à bas prix. Donc, lorsqu'on cherche à augmenter la production, et je pense qu'au Nigeria, il y a eu une étude de cas sur l'agriculture contractuelle. On a vu que la production a augmenté, mais ils ont constaté, à cause de mauvaises manipulations post-récolte, les paysans ne pouvaient pas entrer en concurrence avec les produits internationaux. Donc lorsqu'on parle d'augmenter la production, il faut voir aussi qu'il faut produire des produits de qualité qui peuvent entrer sur le marché mondial. Donc l'accès au marché est essentiel avec l'entreposage, la logistique, la manipulation post-récolte. Et le quatrième point que je mentionnerai, c'est l'idée de partenariat. Dans l'agriculture, comment est-ce que nous développons des partenariats qui peuvent augmenter la production, mais également la valeur des produits. Au Rwanda, nous avons un partenariat avec Africa Improved Foods. Le gouvernement du Rwanda, en partenariat avec le DSM et la FAO, a mis en place une usine de production d'aliments pour bébés. Et donc, il s'agit donc de travailler avec les paysans en amont, dans l'organisation, la production et puis la manipulation, et ça parvient ensuite aux produits. Quand vous avez parlé de l'agriculture contractuelle, oui, c'est quelque chose que nous faisons de manière active, et nous travaillons avec à peu près 20 000 paysans. Ce sont des modèles qui marchent.
Et les paysans savent très bien exploiter les marchés lorsque ceux-ci sont présents et lorsqu'ils ont les moyens d'accéder à ces marchés. Lamine Dieye, vous nous êtes venu du Sénégal pour apporter une riche expérience sur le PRODAC. À vous la parole pour nous éclaircir beaucoup plus. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Je suis Mamadou Ndiaye. En fait, je suis venu ici à Madagascar pour vous présenter le cas concret d'un concept agricole que nous avons mis en place et développé au Sénégal. Et si vous permettez, je voudrais vous projeter une petite séquence vidéo qui vous permettrait d'appréhender un peu ce que nous mettons actuellement en œuvre dans le domaine de l'agriculture. En attendant l'intervention de Lamine Dieye, si parmi nos intervenants, il y a des questions que vous voulez bien, à laquelle vous voulez bien rebondir. Madame, je vous en prie. All right, thank you. So one of the things I think that I'm thinking about as we're talking about the different recommendations and potential for Madagascar. So the way I'm thinking about it is a few different ways. So first of all, what is the government's approach to agricultural gouvernement growth and en matière d'agriculture et de développement de l'agriculture? Est-ce que c'est plus restrictif ou est-ce que c'est plus ouvert? C'est une question à laquelle il faut apporter une réponse. En termes de restrictions, est-ce qu'il y a des interdictions d'importation? Est-ce qu'il y a des structures tarifaires? Quel est le positionnement du pays? Et quelle est l'intervention du gouvernement en matière d'agriculture? Est-ce que c'est direct ou moins direct? Bon, nous savons qu'au Rwanda, il finance la transformation. Est-ce que le gouvernement finance l'achat d'engrais ou bien est-ce qu'on le fait de manière plus indirecte avec des partages de risques, par exemple, dont on a parlé? Je pense que ce partage de risques était le premier en Afrique et ça a été réalisé en Nigeria. Donc le gouvernement dit nous avons des fonds, nous allons le déployer directement, mais nous allons appuyer les différentes institutions financières pour réduire leur charge de risque. Donc s'il y a une défaillance sur les prêts, le gouvernement paie la banque pour couvrir ses pertes. Et au Nigeria, cela permet également donc cela a permis de titrer les terres de 3% à 8%. Donc il y a des questions aussi sur l'application directe ou indirecte du gouvernement. De même, en ce qui concerne l'infrastructure, il y a des infrastructures où il faut des investissements importants. Bon, quand on parle du riz, il s'agit des infrastructures d'irrigation. Mais quand on parle du riz dans l'Afrique de l'Ouest, ces investissements importants ne peuvent être faits par le secteur privé, étant donné que ce sont des choses vraiment à très grande échelle. Mais nous avons vu dans d'autres marchés, en fonction de la taille des surfaces, on peut avoir des systèmes d'irrigation de plus petite taille qui peuvent être financés par le secteur privé à travers les banques. Il faut donc trouver un équilibre là. Quand on parle de sécurité alimentaire, il y a une autre question qui se pose. Est-ce qu'il s'agit de donner des aliments aux gens ou est-ce qu'il s'agit de les aider à parvenir par eux-mêmes à leur sécurité alimentaire? Ce sont des choix que nous devons faire. Si nous allons donner des aliments aux gens, la nourriture, qui va les planter? Et si on leur donne pour qu'ils puissent planter, comment est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'on va les subventionner? Est-ce qu'on va leur donner les intrants? Quel est le système en place qui permet aux gens de produire les aliments par eux-mêmes? Et si je pense à l'aspect industriel, il y a certains éléments sur lesquels j'ai réfléchi en fonction de ce qui se passe au Nigeria. Et on revient à la question, est-ce que c'est directif ou indirect? Est-ce que c'est restrictif ou ouvert?
le gouvernement a organisé une structure de prêt où les investisseurs pouvaient apporter des équipements de transformation à des taux d'intérêt faibles, mais il y avait quelques problèmes. Donc il fallait savoir d'abord qui sont ces investisseurs. Est-ce qu'ils sont intéressés par l'agriculture? Est-ce qu'ils ont les bonnes techniques? Et l'autre question était où est-ce qu'on va placer ces équipements de transformation? Donc il y a une cartographie des différentes zones de production. Et il fallait voir où la capacité de transformation se trouvait de manière à ce qu'on puisse obtenir la qualité qui est nécessaire pour la transformation. Donc, c'est aussi une question qui se pose. Au Nigeria, nous avons vu, on peut avoir 30 ou 40 moulins qui existent, mais aucun d'entre eux ne fonctionne à plus de 40% de leur capacité, ce qui veut dire que ce n'est pas viable de manière, du point de vue financier. Donc, il faut voir où est la capacité de transformation existe. Il faut aussi qu'il y ait la capacité de production. C'est une question très importante. Il faut voir ensuite comment lier la production rizicole au centre de transformation. Il faut donc avoir des modèles d'affaires pour établir ces modèles de production. Il y a aussi la question qui se pose. Quelles sont les entreprises qui créent ces liens? Comment est-ce qu'on met en place cet échange? Au Nigeria, on a vu que au Nigeria, les entreprises vont d'une exploitation à l'autre pour pouvoir collecter auprès d'eux. Donc voilà différents modèles qui sont importants. Mais on revient encore à cette question du financement. Est-ce qu'ils ont le capital nécessaire pour cela, pour pouvoir produire et pour pouvoir donc amener leurs produits vers les transformateurs? Donc voilà, il y a un certain nombre de questions qu'il faut traiter. Quelles sont les infrastructures? Quels sont les financements qui permettent de réaliser ce travail? Et l'autre élément serait que, bon, je pousse un peu sur la perspective du rôle du gouvernement. C'est la question de l'alimentation, la sécurité alimentaire par rapport aux industries. Parce qu'il y a différentes pressions qui existent là. Si on regarde le modèle du Zambie, par exemple, le gouvernement du Zambie est le plus grand acheteur de maïs. Cela veut dire que c'est eux qui fixent les prix du maïs dans le pays. Et je pense que c'est énormément de pouvoir pour le gouvernement, mais cela peut également poser une contrainte pour le développement industriel. Donc le gouvernement peut fixer le prix à un prix beaucoup plus élevé pour permettre le développement du commerce, mais il y aura des tensions qui se posent. Donc ce sont des éléments qu'il faut continuer à considérer lorsque vous parlez du développement industriel en parallèle à la sécurité alimentaire. Il y a une tension toujours entre les deux. Est-ce que l'alimentation est un bien public, un droit public, ou bien il s'agit plus de promouvoir le développement industriel? Et je pense que le point final sur lequel je voudrais insister, c'est la question de la nutrition. Même si la production des aliments de base est importante, on sait que l'apport calorique donc est couvert à 70 à 80%, mais il reste encore énormément d'éléments qui sont nécessaires pour pouvoir vraiment couvrir les besoins alimentaires. Alors, il faut voir quels sont les autres produits qui sont nécessaires pour pouvoir couvrir ces biens, les haricots, les différents grains. Comment est-ce qu'on peut faire pour satisfaire cela et comment s'assurer pour que les gens puissent obtenir les quantités nécessaires pour cela au moment. Donc, il y a beaucoup de points qui sont à prendre en considération lorsque vous traitez de cette tension entre la sécurité alimentaire et l'industrialisation. Ce qu'on a vu dans notre expérience avec les autres pays qui sont dans la transformation, c'est qu'ils peuvent dire une chaîne de valeur particulièrement importante, mais on ne va pas oublier les autres chaînes de valeur. Et la justification de cela tient à ce qui se passe sur la scène mondiale et sur les stratégies pour les produits. Et il s'agit de voir donc comment avoir un panier de produits agricoles qui est logique pour le pays, mais qui peut être aussi amené au commerce, notamment aux exportations. Je voudrais donc dire qu'il faut penser au potentiel agricole au-delà du riz, mais également il faut considérer comment cela peut contribuer au riz. Donc,
qu'est-ce qui peut être mis en relation, qu'est-ce qui peut être développé et quelles sont les choses qu'il faut mettre en place aujourd'hui qui vont vous permettre pour y parvenir par la suite. On a parlé des semences et l'un des défis qui se pose en ce qui concerne les semences, c'est la question du calendrier. Certaines évolutions technologiques que vous pouvez importer doivent être faites, doivent être lancées aujourd'hui pour qu'elles puissent être données dans la population et commercialisées après quelques années. Donc, il faut penser non pas seulement au terme immédiat. Dans l'immédiat, il faut penser à cette structure de financement qui peuvent se passer rapidement si vous avez les ressources, mais il y a des choses aussi qui se font sur le plus long terme, par exemple la question des fondements même de l'agriculture, la formation, les semences. Ces questions-là prennent une certaine durée. Je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas s'il y aura des questions du public après que nous regardons la vidéo. Lamine Dieye, à vous la parole. Alors, donc, on va vous projeter une séquence vidéo sur le concept du product. Allez-y. Pour venir à bout du chômage endémique des jeunes, son Excellence, le Président de la République, Macky Sall, a mis en place le programme des domaines agricoles communautaires PRODAC. Logé au ministère de l'Emploi, de l'Insertion professionnelle et de l'Intensification de la main-d'œuvre. Sa vocation est de pourvoir des emplois de masse en milieu rural aux jeunes et aux femmes par le canal des DAC à travers la formation dans les métiers de l'agriculture et activités connexes. Cette vision du chef de l'État consignée dans le plan Sénégal émergent, qui est une compilation de projets structurants, cohérents, dont l'objectif est de faire émerger le Sénégal, est en train de porter ses fruits, allant du taux de croissance de 1,2% en 2012 à 7,2% en 2018. Le PRODAC, à l'instar des autres démembrements de l'État, joue pleinement son rôle. À cet effet, la formation des jeunes au métier de l'agriculture est un facteur de premier ordre. Les défis qui interpellent le monde d'aujourd'hui nécessitent des esprits formés et l'homme déficient à cet égard est considéré comme un infirme cas. Le PRODAC, à l'instar des autres démembrements de l'État, joue pleinement son rôle. À cet effet, la formation des jeunes au métier de l'agriculture est un facteur de premier ordre. Les défis qui interpellent le monde d'aujourd'hui nécessitent des esprits formés et l'homme déficient à cet égard est considéré comme un infirme cas. Est-ce que dans la salle, quelqu'un veut intervenir déjà par rapport à tout ce qui a été dit par les experts? Monsieur, je vous en prie. Good morning, everyone. Let me express myself in English. Je voudrais m'exprimer en anglais. Je m'appelle Souja. Je suis professeur à l'Université de Madagascar. Première chose, je voudrais féliciter Son Excellence, Monsieur le Président Adrazul et sa femme et toute l'équipe de l'IEM pour faire en sorte que ce forum prenne place aujourd'hui. Je suis vraiment très content d'avoir ces présentations qui ont été instructives par les membres du panel. Donc, je suis vraiment honorée de tout cela. La première chose que je voudrais dire, c'est que peut-être la plupart d'entre nous, nous ne croyons pas que la vaste majorité de la population du sud, de la partie sud, de l'extrême sud de Madagascar, qui est l'Indjoui, on le sait. Donc c'est la raison pour laquelle je prends la parole aujourd'hui, parce que je me sens plus préoccupée que
que quelqu'un d'autre, qu'une autre personne à Madagascar, parce que la sécurité alimentaire, ça concerne tout le monde à Madagascar, parce que comme on le sait tous, le dernier rapport de la Banque mondiale montre que plus de 92% des Malgaches vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc nous sommes le plus pauvre. Je viens de la région d'Anjou, donc c'est la raison pour laquelle je voudrais dire que aujourd'hui, je prends l'opportunité d'attirer votre attention vers cette région. Donc comme j'ai dit, nous avons principalement, quand on parle d'alimentation, donc la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le riz, mais la majorité de la partie sud de Madagascar, la plupart de ces personnes ne savent pas ce qu'est le riz. Donc, quand j'étais très jeune, peut-être que j'étais à l'école secondaire, donc il y a eu des intervieweurs. À la télé nationale, ils sont venus à la partie extrême sud de Madagascar et ils ont interviewé des personnes. Ils ont demandé qu'est-ce qu'ils préfèrent. Donc, ils ont demandé quel est l'aliment que vous préférez le plus. Donc, on préfère les maniocs. Donc, les personnes ont demandé c'est quoi le riz. Donc, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas tous les Malgaches qui habitent au sud de Madagascar ont accès au riz. Donc, vous pouvez peut-être demander autour de vous ici, peut-être qu'il y a parmi eux qui peuvent attester cela. Donc, nous sommes les premiers concernés en ce qui concerne la sécurité alimentaire parce qu'à partir de notre indépendance, dans les années 80 et les années 90, je pense que je dois parler très vite parce que je n'ai pas plus de temps. Donc, ce que je voudrais juste dire, c'est que Son Excellence, Monsieur le Président, je voudrais attirer votre attention à la partie extrême sud de Madagascar, parce que 2 années auparavant, quand il y a eu des centaines de personnes au sud qui avaient eu des problèmes de famine, donc vous étiez le premier à aller dans la partie sud pour demander les personnes que vous êtes là pour nous aider. Donc, Monsieur le Président, ce que je voudrais dire, c'est que, s'il vous plaît, je voudrais vous attirer votre attention au sud parce que s'il n'y a pas si, mais quand est-ce que vous accédez au pouvoir? Donc, je pense qu'il faudrait voir cet aspect de la partie sud en ce qui concerne la sécurité alimentaire à Madagascar. Je vous en prie. En attendant, laissons la priorité à la dame. Oui. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je vous salue à tous. Je prends la parole parce que, ce n'est pas par prétention, mais je pense que je devrais prendre la parole parce que j'ai une toute petite expérience concernant la sécurité alimentaire. Tout d'abord, je tiens à vous dire que j'étais donc ministre de la lutte contre la pauvreté du temps du président Zaf et du Premier ministre Koutfaïn. Ensuite, j'ai dirigé un projet de Sécaline, un projet Sécaline, sécurité alimentaire et nutrition élargie avec la Banque mondiale. Après, quand on m'a enlevé de là, de façon politique, Monsieur le Président Radjel m'a cherché, m'a ciblé un peu partout, m'a fait chercher. Et puis, il m'a trouvé finalement. Il m'a demandé de venir avec lui pour être adjoint au maire, parce qu'à ce moment-là, il était élu à 70% à Tananarive pour être maire de la capitale. Donc, il m'avait demandé d'être son adjoint. Et quand il était devenu président de la transition, je crois que je ne regarde pas là-bas. Je vais me mettre devant parce que sinon, je fais des préférences.
Bon, alors quand il y a de la lumière qui me chaîne, quand j'ai travaillé avec le président, on a fait j'ai beaucoup travaillé dans le secteur rural, mais avec lui, j'ai eu l'expérience du secteur urbain. Donc, on a beaucoup travaillé dans Tananarive. Nous avons fait des bornes-fontaines, plein de bornes-fontaines. Nous avons fait des WC et tout ça à Tananarive. Et après, il est devenu président de la transition. Et quand il était président de la transition, il m'a nommé maire de Tananarive. Ça, c'est ce que j'ai fait donc avant. Maintenant, je suis députée de Madagascar, élue dans la capitale. Et je voudrais vous dire que je suis la doyenne des 151 députés de Madagascar. Merci. Merci. Nous allons donc parler de sécurité alimentaire. Donc, je vais faire un petit marche arrière. De 1993 à 2002, j'ai dirigé un projet de la Banque mondiale qui s'appelle SECALIN, Sécurité alimentaire et nutrition élargie. Ce projet a vraiment réussi parce que nous avons réussi à réduire le taux de malnutrition à Madagascar et nous avons beaucoup travaillé dans le secteur rural. De toute façon, on était obligé de travailler dans le secteur rural parce que c'était dans le projet de la Banque mondiale. Nous étions donc affectés à travailler dans le secteur rural. Dans ce secteur rural, il y avait beaucoup de choses à faire. Et si vous voulez, je vois donc, je suis déjà la doyenne, donc je vois les jeunes qui sont ici et j'écoute tout ce que vous avez dit. Je suis contente que chez vous, ça marche bien. Chez nous, on a un peu stoppé la sécurité alimentaire et je suis très contente de voir qu'on a mis en exerce maintenant la sécurité alimentaire parce que pendant 10 ans où j'étais là, on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de changements dans le secteur nutrition alimentaire, notamment des enfants et des mères. Donc, dans ce projet, dès qu'on a pris le projet, on a pensé quelle est la place dans la pauvreté, quelle est la place de la nutrition? J'ai posé des questions, j'ai fait des demandes, j'ai fait des petites réunions et j'avais demandé quel est le numéro 1 de la pauvreté. On m'a répondu, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est le travail, c'est l'habitation, etc. Mais quand on a bien réfléchi, c'est la nutrition qui est le numéro 1 de la pauvreté. Quand on est bien nutri, on a la santé, donc ce n'est pas la santé. Quand on est bien nutri, on fait bien, on est bien à l'école, on arrive à avoir la moyenne parce que nous mangeons bien, nous mangeons le nécessaire. Manger bien, c'était comment? La Banque mondiale m'avait demandé, mais comment vous avez fait pour avoir ces résultats au début? J'ai dit, parce que j'ai traduit en malgache votre projet. Tout le livre de projet de la Banque mondiale, c'était toujours en français. Et je l'ai traduit en malgache. Et j'ai cherché tous les noms malgaches. Par exemple, les quartiers, c'est les Fouktan. Par exemple, j'ai cherché donc ce que ça veut dire manger bien, manger équilibré. À ce moment-là, nous avons trouvé les 3 clés. Eri, Fiasana, c'est le riz, c'est la farine, c'est les pommes de terre, c'est les pâtes. Eri, Fiarouvana, vous pouvez prendre note parce que c'est bon pour vous aussi. Hein? Erfiarouvana, c'est les légumes, c'est les fruits. Et Erfanourenan, c'est-à-dire pour faire du muscle, c'est la viande. Mais comme on n'a pas de viande à Madagascar, parce qu'on est pays pauvre, surtout dans les zones rurales, on a appris aux ruraux d'utiliser donc les légumineuses. Les haricots, tout ce qu'on pouvait planter. Ça, c'est quelque chose qui a bien réussi. Ensuite, on a demandé j'ai expliqué à tout le monde, à Madagascar, il y a 2 agricultures. L'agriculture exportation et l'agriculture
familiale, comme un de vous avez dit tout à l'heure, l'agriculture familiale. Mais ça, on l'a déjà fait, donc ça, à Madagascar. Et comment est-ce qu'on a fait l'agriculture familiale? On a fait les jardins potagers dans les écoles, on a fait les petits jardins de chacun. Toutes les familles avaient leur petit jardin. Et moi, je leur disais, nous n'allons pas planter de l'exportation, mais nous allons planter de la nutrition. Ce n'est pas du bon français, mais les Malgaches ont compris. Planter de la nutrition, c'était planter l'équilibre de la nutrition. Et tout le monde était d'accord. Merci, Madame Ratzfalek. Merci, Madame, pour votre témoignage. Maintenant, nous allons prendre encore quelques questions. C'est dommage. Comment... Just do two quick reflections. So I think first, it's very helpful to hear the type of leadership and particularly the potential for connection. Et potentiel pour les connexions. Donc, je pense que pour celui qui a donné le commentaire précédent, donc comment est-ce qu'on peut lier les régions dans le pays. Donc, oui, c'est vraiment un potentiel. Donc, c'est quelque chose qu'on a commencé au Nigeria. Donc, on a vraiment des connexions intéressantes en ce qui concerne les zones de productivité et aussi les zones qui ont des densités de population qui sont élevées, et aussi là où il y a plus de besoins. Et il y a aussi une partie éducative qui doit aussi venir là-dedans, et une réflexion sur ce qu'on appelle les groupes exclus dans les régions. Donc, c'est quelque chose qui vient dans chaque pays où on a travaillé. Par exemple, c'est le cas de l'Éthiopie, la Tanzanie, le Sénégal et le Côte d'Ivoire. Donc, il y a des régions qui sont plus difficiles à atteindre parce qu'il y a des populations qui ne sont pas assez connectées aux technologies, à la système éducatif, et il y a aussi là où on doit faire plus d'investissements. Est-ce qu'ils travaillent eux-mêmes? Il y a aussi les couches de services qu'on peut implémenter. Ce n'est pas juste l'agriculture, mais c'est comment on combine l'agriculture avec d'autres choses, que ce soit des services financiers, l'éducation ou bien d'autres choses. Donc, s'assurer que ces régions puissent croître. Donc, la question est comment on le fait, et je suis d'accord, comment est-ce qu'on peut le faire? Donc, quelles sont les plantations qui sont plus logiques? Donc, il y a des priorités pour chaque région. Donc, qu'est-ce qui prend plus de sens pour cette région? Donc, je pense que c'est au cas par cas pour chaque région. Donc, il y a des priorités. Donc, il y a une région, une manière de le faire. Donc, personne ne l'a mentionné, mais les femmes sont vraiment très importantes. Donc, je vais juste dire une histoire très rapide. Donc, ce que j'ai vu, c'est vraiment très encourageant. Donc, dans d'autres pays, on voit seulement les hommes porter des choses sur leur tête. Donc, dans d'autres, on voit les femmes. Mais ici, on voit que les femmes et les hommes travaillent chacun très dur. Donc, dans les chambres de prise de décision, comment on inclut aussi les femmes. Donc, c'est pour ça qu'on a eu des discours très longs, parce que les voix des femmes sont vraiment très importantes. Donc, c'est qui nourrit la famille? Donc, c'est la femme qui a le rôle le plus important dans cela. Donc, il faut aussi inclure les femmes dans On a abusé cela. du temps qui nous a été imparti, mais malgré tout, si vous le permettez, on va laisser à M. Lamine Dieye de conclure un peu son intervention. Oui, mais la vidéo n'est pas passée. Donc, juste pour vous donner une idée du projet, du concept que nous avons mis en place, parce qu'à l'instar des pays en développement, le Sénégal est aussi confronté à la problématique endémique du chômage, à la suite de quoi nous avons eu un conseil présidentiel. Le président Macky Sall a réuni un conseil interministériel pour discuter de comment régler le problème du chômage au Sénégal. Donc, les conclusions qui en sont tirées, en tout cas une des conclusions, sont la mise en œuvre du concept du PRODAC, le programme des domaines agricoles communautaires, qui consiste en fait à aménager de vastes terres au niveau, sur l'étendue du territoire, donc de 1000 à 5000 hectares d'un seul tenant, et l'État prenait en charge le financement des infrastructures. C'est-à-dire
mettre en milieu rural des infrastructures structurantes, c'est-à-dire l'autonomisation en eau, en énergie et finalement l'aménagement des terres pour surtout les jeunes et les femmes, les mettre dans des conditions de pratique suivies d'une formation pour en fait changer de paradigme, les faire passer du statut de paysanat au statut d'entrepreneur agricole. Voilà essentiellement le concept que nous mettons aujourd'hui en œuvre, qui est pratique, qui est concret, qui est opérationnel. On en a déjà 6 qui sont en fonctionnement et qui couvrent un peu tous les domaines de l'agriculture, c'est-à-dire les cultures végétales, l'élevage, la forêt et la pêche. Voilà un peu aujourd'hui, en fait, ce que nous mettons en œuvre concrètement au Sénégal. Et l'objectif, c'est de créer 300 000 emplois. Et on en est, au jour d'aujourd'hui, à peu près 120 000 emplois qui sont créés. Nous projetons de mettre en œuvre 12 domaines agricoles communautaires. On en est aujourd'hui à 5. Et c'est cette expérience-là que j'étais venu ici partager avec vous, qui ont montré leurs preuves dans d'autres pays. Et je pense que si le Madagascar l'adapte à son contexte, parce qu'en arrivant en fait, à l'aéroport, on a survolé un peu une partie du pays et je me suis aperçu au fait que vous aviez un potentiel qu'on n'a pas. On est en zone sahélienne, très aride. Il nous faut parfois creuser à 200 mètres pour trouver de l'eau et nous y arrivons. Et je pense que vous avez un avantage au fait d'avoir de la disponibilité au niveau des terres et des cours d'eau à suffisance, je pense, qui permettrait au fait d'adapter le concept ou bien de travailler sur un concept similaire qui permettrait au fait aux jeunes, aux femmes en particulier et aux diplômés d'aller sur des activités en continu. Et parce que, pour revenir un peu en arrière, au Sénégal, on avait l'habitude, en fait, le paysan en tout cas, cultiver sa terre 3 mois sur 12. Et le reste du temps, il ne faisait rien. Et là, grâce à ce projet, à ce concept du product qui est en œuvre, ils ont la possibilité d'être en continu sur des cultures en saison comme en contre-saison. Alors, nous travaillons en fait un peu, on va dire, grâce à Gérard Perceau, à l'installation des centrales solaires de 1 MW sur chaque domaine agricole donc communautaire et une maîtrise de l'eau par des forages que nous creusons pour pouvoir emblaver ces terres-là. Et ensuite, il y a une parcellisation qui est effectuée. Donc, bien entendu, nous gérons toute la partie formation. Nous finançons aussi la mise en œuvre des infrastructures. Et ensuite, il y a des attributions qui se font sur des périmètres de 5-10 hectares pour des entrepreneurs agricoles, des GA, on appelle ça des groupements d'entrepreneurs agricoles, ou alors des multinationales qui souhaitent venir investir et qui ont besoin de superficies beaucoup plus importantes. Voilà globalement en fait ce que nous mettons concrètement aujourd'hui en œuvre et qui commence à porter ses fruits, qui fonctionne et que moi, en tout cas, je conseillerais, que j'invite vivement à implémenter ici à Madagascar pour régler, on va dire, le problème de l'emploi et le problème de l'autosuffisance alimentaire. Merci. Merci Lamine Dieye. Nous arrivons malheureusement au terme de notre intervention et je vais demander à la salle, à l'audience, d'applaudir chaleureusement tous nos experts. Merci de votre attention. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce panel sécurité alimentaire. Nous allons marquer 10 minutes de pause et nous nous retrouvons à 10h50 pour le prochain panel sur la gestion rationnelle des ressources naturelles. Les micros.